Sud Radio. Présidentielle 2012. Ménard en liberté. Robert Ménard, vous recevez maintenant Jacques Cheminade, candidat à l'élection présidentielle pour le parti Progrès et Solidarité. Solidarité et Progrès, je crois d'ailleurs. C'est ça, Jacques Cheminade? Voilà, parce qu'on s'est trompé tous. C'est Solidarité et Progrès. Bonjour à vous. Bonjour. Jacques Cheminade, alors vous les avez ou pas, vos 500 signatures? On peut pas dire qu'on les a avant de disposer des formulaires définitifs. Oui, mais vous nous avez avons laissé entendre que c'était bien plus parti. de 500 promesses, et les tests que nous faisons, les appels que nous faisons montrent qu'il n'y a pas de perte en ligne. Alors comment vous avez réussi à les avoir et Marine Le Pen ne les a pas? C'est très simple, nous avons travaillé et elle pas. Elle a cru que les médias lui ouvriraient les portes de mairie. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Il faut aller voir les maires, leur parler. Nous avons de jeunes militants qui sont allés. Elle a dit qu'elle aurait engagé des équipes de phoning, en franglais apparemment, qu'elle aurait engagé des équipes de phoning avec des argumentaires pour aller voir les maires. Nous, pas du tout. C'est des militants qui sont allés sur place, qui leur ont parlé et qui ne les ont pas considérés comme des machines à signer, mais comme des responsables avec lesquels on engageait un dialogue républicain. Il y a longtemps que vous y êtes pris parce qu'en 2002 et en 2007, vous n'aviez pas réussi à réunir les 500 signatures. La première, on s'y est pris à partir d'octobre 2010, c'est-à-dire très tôt, et en plus, la crise, entre-temps, s'est produite. Or, j'avais annoncé, d'abord en 1995, que dans 10 à 12 ans, si on continuait comme ça, on allait vers une grasse crise financière. Ça, c'est vrai, on doit vous reconnaître ça. Vous êtes un de ceux qui ont prévu cette crise. On va y revenir. Celui en France qui l'a prévu le plus tôt. Et c'était dans la tête des maires, ça, encore? C'était pas dans la tête des maires. 95 comme une chose en soi. Mais ils nous ont vus en 2002, en 2006, 2007, et à ce moment-là, ils se disaient, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Puis tout d'un coup, ça s'est produit. Et ils voient au niveau de leur commune qu'ils ont de plus en plus de tâches à remplir et de moins en moins de moyens. Ça crée chez eux une prise de conscience. Puis ils ont vu la loi du 16 décembre 2010 qui dit que peu à peu, comme l'a dit Monsieur Balladur, on va faire disparaître les communes et les départements. Donc ils se disent, pourquoi ? Et ils voient bien que leur résistance à l'austérité financière, c'est ce qui fait qu'on essaye de se débarrasser d'eux. Et ils disent non. Cet homme-là, Cheminade, nous a parlé de ça. On va le lancer sur la scène politique pour voir. Et donc, vous avez vos 500 parrainages. Promesse. On verra. Enfin, vous êtes optimiste, manifestement, à la différence de bien d'autres. 0,27% des voix, c'était votre score en 95. C'était pas terrible. Opération Commando, 3 semaines, et une campagne de diffamation dans la presse comme on n'en a jamais vu. Ah oui, parce qu'alors, moi, quand même, je vous l'ai dit la première fois que je vous ai vu, dans ma tête, Jacques Cheminade égale secte. Pourquoi j'ai ça dans ma tête? Parce que vous aviez été traité de ça à ce moment-là. De tout. J'étais l'agent de Saddam Hussein, j'étais un représentant du complot juif, j'étais islamophobe, j'étais n'importe quoi. C'est comme si j'avais eu une dizaine d'identités. Or, comme je crois pas au clonage, je pense que tout ce qu'il racontait était des élucubrations. Pourquoi cette élucubration? Jacques Robert a dit, lorsque mon compte de campagne a été rejeté par le Conseil constitutionnel, Jacques Robert qui était le journaliste, le membre du Conseil constitutionnel. Le membre du Conseil constitutionnel. Il a dit, on a rejeté votre compte de campagne. On va y revenir là-dessus. Pour le prétexte, mais on a admis Chirac et Balladur. Oui. Pourquoi? Parce que vous disiez des choses qu'il fallait pas dire. Attendez, parce que oui, on vous connaît pour 2 choses. Donc je finis là-dessus. Parce que votre parrain en politique, prenez-le bien, c'est Lyndon LaRouche, qui est un Américain, alors que je connaissais pas. J'aime pas ni le mot parrain, ni le mot parrainage. Voilà. Parce que ça fait penser à l'église ou ça fait penser à la mafia. Oui, ni l'un ni l'autre. Oui, mais en même temps, ce garçon-là qui se présente comme un spécialiste de l'économie physique, moi j'ai regardé un petit peu, il tient de temps en temps des propos homophobes, racistes. Ah non, il n'a pas tenu des propos homophobes. J'ai des citations pas très sympathiques quand même. Souvent sur des citations tronquées. Vous trouverez vous trouverez la lignée d'Obama si vous remontez son arbre généalogique. Tout le monde y fait de la grimpette et se balance de branche en branche de tous les coins du monde. Honnêtement, ça veut dire quoi ça? Moi, j'aurais pas dit comme ça. Oui, mais Obama a trahi les gens qu'il avait soutenus. Qu'est-ce qu'il fait la première chose? Sauf qu'il le dit dans ces termes-là. Il met Geithner, il met Lawrence Summers. Et il met Peter Herzog, c'est-à-dire tous des gens de Wall Street. Donc ça met LaRouche en colère. Et donc il choisit ce vocabulaire-là. Enfin, vous dites, vous l'auriez pas dit dans ce terme-là. Alors non, j'aurais pas dit parce qu'en France, il y a une tradition de laïcité qui a peut-être pas ailleurs. Ça, c'est le premier reproche qu'on vous faisait. Le deuxième, alors c'est pour ça qu'on vous connaît aussi. Et ça, vous êtes l'objet d'un scandale absolu. En 1995, vous êtes le seul dont le Conseil constitutionnel va retoquer les comptes
Alors qu'il ne le fera ni pour Jacques Chirac, ni pour Édouard Balladur. Et vous le disiez, même aujourd'hui, les membres du Conseil constitutionnel de l'époque disent « on savait que leur compte était truqué ». Finalement, on a tapé sur le petit pour pas taper sur les gros, c'est ça? Ah non, M. Roland Dumas dit on ne pouvait pas savoir, mais on savait. On sait que les rapporteurs sur le compte de M. Balladur ont conclu que son compte de campagne devait être rejeté. Mais il le savait Non, et ce qu'il ne savait peut-être pas, c'est toute l'histoire des rétrocommissions et tout ça. Oui, non, mais il on savait ne sait même pas aujourd'hui. Il savait quand on il a amène... peut-être pris les fonds secrets de Matignon, on ne sait pas. Attendez, quand on amène 10 000... Il a fait quelque chose de très illégal. Il devait être rejeté. Quand M. Balladur amène 10 millions d'euros, 10 millions de francs, parce qu'on aimait beaucoup en liquide... On aimait beaucoup Édouard, il avait vendu des t-shirts. C'est ça ce qu'il a raconté. C'est absolument se moquer du monde. Mais ce qu'a dit Roland Dumas, c'est que si on rejetait Balladur, on devait aussi rejeter Chirac, qui avait fait des choses, donc on ne pouvait pas les rejeter, parce qu'on annulait l'élection. Mais c'est pas vrai, l'élection n'aurait pas été annulée, ils auraient dû payer. Et ça aurait été normal qu'ils payent. Et moi, on m'a rejeté en disant, voilà, vous avez des prêts de personnes physiques sans intérêt, l'absence d'intérêt, c'est un don, requalifié en don, il y a trop de dons. Mais le Code civil lui-même dit qu'un prêt se caractérise, un prêt de personne physique, par le fait qu'il faut rembourser. Monsieur Cheminade, avec ou sans intérêt. Monsieur Cheminade, ça non, vous a... c'est moqué de la loi. Mais ça vous a ruiné? Ça m'a ruiné personnellement, oui, parce que il y a un avance de 150 000 euros, à l'époque 1 million de francs, qui doit être remboursé par le candidat, bien qu'aucune de mes dépenses n'a été contestée. C'était les recettes. Et d'autre part, il fallait rembourser les gens qui m'avaient prêté. Donc ça m'a ruiné, ça m'a pas empêché de vivre, mais ça m'a ruiné dans ma possibilité de vivre, disons, une vie normale, ce qui fait que, par ailleurs, j'ai dû mener une vie sobre, beaucoup plus sobre que celle de Madame Duflot ou Madame Joly. Une vie sobre, vous êtes énarque, vous avez fait HEC, vous êtes haut fonctionnaire, et aujourd'hui, vous tenez des propos complètement iconoclastes sur le terrain économique, puisque c'est quand même votre spécialité. Même sur... Mais non, mais on y viendra sur... Non, il n'y a pas que sur le terrain économique, vous tenez des propos iconoclastes. Quand vous entendez aujourd'hui Nicolas Sarkozy expliquer que François Hollande tient un double discours, d'un côté, il dit ici haro sur les banquiers, ici c'était au Bourget pendant son meeting, et il explique au Guardian, au grand journal britannique, à destination des patrons de la City à Londres, mais non, rassurez-vous, on va pas changer les règles du jeu. Sarkozy a raison de dire qu'il nous prend pour des imbéciles. Théa François Hollande est comme d'autres hommes politiques français, il pense qu'on peut faire les choses à moitié. Donc au Bourget, il dit il faut séparer. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Il faut séparer les activités de banque d'affaires d'une part et de banque de dépôt et de crédit de l'autre. Vous dites ça la même chose, vous êtes d'accord là-dessus? Non, pas du tout. Moi, je dis il faut séparer les banques elles-mêmes, pas sous le même toit. Parce que si on laisse sous le même toit, elles pratiquent l'inceste. Donc il faut les séparer comme Roosevelt l'avait fait à Glass-Steagall et comme nous l'avions à la Libération. Donc vous dites pas la même chose que lui. Est-ce qu'il pratique le double langage, oui ou non, en une seconde? C'est désastreux ce qu'il a dit là-bas. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels nous avons libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a pas de crainte à avoir. Il se prosterne devant la City. Alors qu'on a pu voir des tas d'émissions. La City, par exemple, La finance en eau trouble de Mathieu Verboux, le 18 octobre sur France 5, qui explique très bien ce qu'est la City. Donc c'est invraisemblable ce qu'il a fait. C'est invraisemblable ce qu'il a fait. Jacques Cheminade, le candidat à l'élection présidentielle pour le parti Solidarité et Progrès. Sud Radio. Présidentielle 2012. Ménard en liberté. Il est 8h presque 15 sur Sud Radio. Mon invité ce matin, Jacques Cheminade, le candidat à l'élection présidentielle pour le parti Solidarité et Progrès. Pour le parti Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade qui était déjà candidat, qui avait déjà été candidat en 1995, un spécialiste des questions économiques. Jacques Cheminade, énarque, Jacques Cheminade de HEC. Jacques Cheminade, on continue avec vous. Vous nous dites première mesure, grande mesure, il faut séparer les activités de dépôt. Il ne faut pas séparer les activités, il faut carrément séparer les banques de dépôt des banques d'investissement. Question d'actualité, toujours sur le terrain économique, on parlera d'autres choses. Je vais dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les banques d'affaires ne doivent plus être renflouées, comme le fait aujourd'hui l'Union européenne, mais elles doivent payer leurs propres dettes de jeu, et elles doivent être mises en faillite si elles en sont incapables. Il faut arrêter de nourrir un cadavre financier en Europe. Ça, j'ai compris. Et dans le monde. Sur la Grèce, par exemple,
Ça fait peur à tout le monde. Moi, je me dis la Grèce. C'est un scandale épouvantable. Non, mais attendez, mais c'est la faute à qui? À la fraude fiscale qui est un sport national là-bas, aux politiciens grecs qui sont une véritable oligarchie, à l'Europe qui n'aurait jamais dû les accueillir, peut-être, en tout cas dans la zone euro. À qui la faute? Et surtout au système. Attendez, je comprends, mais surtout parce que vous aviez déjà prévu la crise avant tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai raison ou tort de me dire ça pourrait arriver en France? Oui, bien sûr, la Grèce est un premier domino. Les autres peuvent tomber ensuite. Mais ils vont tomber. Et la solution qu'on prend pour la Grèce, la Troïka, le Fonds monétaire international, la Commission et la Banque centrale européenne, la Troïka dit faisons-lui une bonne saignée et le malade déjà affaibli ira mieux. C'est vraiment complètement fou. C'est la finance folle est vraiment devenue folle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donner de l'argent pour les investissements réels. Certains économistes se disent, comme M. Fitoussi, ils ne donnent pas les solutions aussi précises que moi, mais ils disent la solution n'est pas d'imposer la rigueur ou l'austérité. Cette campagne présidentielle est épouvantable. Il y a une austérité de droite contre une rigueur de gauche, avec ce que Jean Zay, le ministre du Front populaire d'éducation, appelait la mystique de l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est de l'arithmétique, c'est des statistiques. Ce qui compte, c'est l'économie physique, l'économie réelle de ce en quoi on investit, la création humaine, les technologies, la science. Et là, on dit, voilà, ça fait pas partie du sujet. Mais il y a d'autres gens qui disent ça. Je pense à Marine Le Pen, je pense à Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes à peu près dans la même perspective? Non, parce que eux pensent la France et ils pensent que ce qui ferait aboutirait à une albanisation, c'est-à-dire que la France isolée avec ses problèmes. Moi, je dis, il faut faire une Europe nouvelle. Et cette Europe nouvelle doit être la vraie Europe, celle des projets économiques, de la justice sociale et du progrès. Maintenant, si les autres pays ne vont pas dans cette direction, eh bien, la France doit faire par elle-même. Et là, oui, la France doit faire pour le mieux par elle-même, mais pas en se fermant. La France, moi, je crois qu'il faut recevoir tout homme avec un beau visage. Et la France doit être un pays d'accueil pour le développement. Alors, quand Marie Le Pen dit réduire l'immigration de 200 000 à 10 000, on sait bien, d'une part, que c'est impossible, et d'autre part, c'est tout à fait contraire à notre tradition républicaine. Alors, aujourd'hui, il y a deux mots qui, je dirais, surdéterminent la campagne électorale. Le premier, c'est le mot référendum. On ne cesse d'en appeler au peuple sans arrêt. J'ai entendu tout à l'heure, c'était sur une radio concurrente que je ne citerai pas, François Fillon qui dit on fait partie des élites, certes, pour éviter le blocage, il faut demander son avis au peuple. L'avis au peuple, c'est le référendum systématiquement. On a raison, les élites, c'est un vrai problème. Il faut se retourner vers le peuple via les référendums sur Michel ce point-là. Debré, qui était l'un des pères fondateurs de la Constitution, l'avait dit, toute question fondamentale pour la vie de la nation doit être posée ou peut être posée par référendum. Là, vous y êtes on pose donc la question favorable. Non, mais on pose la question sur tout et n'importe quoi. Le poser sur le fonctionnement des institutions, le poser sur les questions fondamentales de politique étrangère, mais sur le chômage, sur les immigrations, c'est de la folie, surtout quand on dit que sur le chômage, il faudra des formations préalables qu'on fournira aux gens. On n'a même pas les moyens de fournir 4 500 000, c'est l'ombrelle de chômeurs, formations préalables, c'est pas possible. Donc, on raconte des choses qui sont, comme on disait à Bruxelles du temps où j'y étais, des promesses verbales. Ça n'a aucun sens. On ne voit pas les conséquences de ce qu'on dit, on ne veut pas les voir. On cherche des mots pour avoir des voix. Donc, ça c'est le premier mot. Deuxième mot, les valeurs. Les valeurs. Alors les valeurs, ça partage, que ce soit le mariage gay, sur l'immigration, faut-il donner la nationalité, le droit de vote aux étrangers en France. Votre position sur ces valeurs. Les gens qui parlent de valeurs ne savent même pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est une valeur? C'est le respect d'autrui et pratiquer vis-à-vis de lui une politique généreuse qui permette son développement. Ce qu'on appelait dans le traité de Westphalie de 1648, l'avantage d'autrui. Si, c'est un texte absolument fondamental, parce que c'est un texte fondateur qui a fait que le préambule de notre Constitution en vient, qui a fait que la déclaration de Philadelphie de mai 1944 en vient. Tous des textes qu'on a signés et qu'on viole. Alors on est en train de violer les bases mêmes de tout ce qu'on a signé. Attendez, c'est invraisemblable. Très bien, vous me dites il faut être généreux, les caisses sont vides, les gens ils n'ont pas d'argent et tout ça. Ils se disent on commence par s'occuper des gens ici. Non, l'Europe donne 489 milliards en novembre, bientôt 1000 milliards en février, à des taux d'intérêt de 1% sur 3 ans aux banques. Mais c'est invraisemblable. Pourquoi est-ce qu'on va verser des sommes pareilles à ceux qui ont joué sur les marchés ?
Non. Et les banques, d'ailleurs, ne réinvestissent pas cet argent dans l'économie, ou dans le social, ou dans des choses réelles. Elles vont les redéposer à la Banque Centrale Européenne, parce qu'elles veulent trouver un abri. Mais on est dans un système de fous. Non mais attendez, concrètement, sur les valeurs, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous m'allez me répondre. Parce que quand je vois valeur, j'entends voleur. Non, j'ai compris. De beaucoup de gens. Mais par oui ou par non, est-ce que vous êtes favorable, par exemple, au droit de vote pour les étrangers? Je suis favorable au droit de vote pour les étrangers, aux municipales, à condition qu'ils aient résidé pendant 5 ans et qu'ils aient payé l'impôt. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison qu'on ait le droit de vote à des Européens, pas à des Européens, etc. Il faut que tout le monde, vous êtes gonflé, tous ceux qui participent à la vie de la cité doivent pouvoir intervenir. C'était Jean Baudin, il n'est richesse que d'homme, et devenait capable et possible d'intervenir dans la vie publique, celui qui participait à l'édification de la France. Est-ce que attendez, est-ce que je peux vous faire une remarque? Non, avant la formule. Entre un Danois et un Ivoirien, il y a une grosse différence. Je crois que vous êtes un peu raciste. Non, mais vous allez voir. Il y a une réciprocité. Si je suis au Danemark, je peux voter. En Côte d'Ivoire, je vote pas. C'est pas une vraie différence. Pourquoi on vote pas? Opération Licorne, la France, c'est l'intervention, et tout ce qui s'est passé. Allez. Il y a une base coloniale, c'est la France-Afrique. Et c'est pour ça, oui, ça vous avez raison, c'est la France-Afrique. Il y a tous les collabos là-bas. Allez, tous les collabos là-bas. Sur le mariage gay. Sur le mariage gay. Sur le mariage gay, j'ai pas à donner d'avis. C'est une question qui n'est pas importante aujourd'hui, et c'est scandaleux qu'on la pose dans la campagne comme une question que tout le monde va parler, Christine Boutin et les uns et les autres. Ça n'a aucune importance. C'est pas que ça n'a pas aucune importance, mais c'est une question que le Parlement doit trancher. C'est une question qui est dans le débat public au Parlement. Il y a une tradition qui est le mariage, tel qu'il est, entre un homme et une femme. Peut-être qu'il faut la changer, mais il faut que le Parlement y réfléchisse. Moi, j'ai mon opinion sur ça, mais je dois pas la dire en tant que président. C'est une question qui est une question de délibération dans un Parlement. Et la France est un pays où on ne respecte plus le Parlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre tête, le président, il y a tout un tas de sujets sur lesquels il ne doit pas intervenir? Si, il peut intervenir, mais pas dans une campagne électorale en soulevant des questions relativement secondaires, alors qu'on est en train de se noyer. C'est comme si on était en train de se noyer et on commençait à discuter pour savoir si on va nager le crawl ou nager la brasse. C'est vraiment incroyable. Je vous suis là-dessus. Mais en même temps, vous faites campagne contre l'interdiction des vidéos violentes ou contre l'interdiction des jeux de hasard. Parce que ça, c'est destructeur d'une société. C'est se défendre. C'est bien plus important que le mariage gay. Oui, parce que c'est une question dans laquelle ça me semble un peu secondaire. Défendre le pays. Non, parce que toute une jeunesse dans la société des écrans, dans la société de l'immédiat, perd sa faculté de concentration et on les met face à une économie et une façon de penser virtuelle et ils perdent le sens de la réalité. Et ce qu'il faut retrouver, c'est le sens de la réalité. Donc c'est une question essentielle. C'est une question très importante pour la vie et le futur de notre pays. L'autre question, le mariage gay, c'est comment on peut incorporer dans la vie de la nation, avec l'évolution des mœurs, des choses qu'il faut ou qu'il ne faut pas. Moi, personnellement, j'ai mon avis sur ça. Mais vous pensez que c'est pas le lieu d'en parler? Si, je pourrais vous en parler, mais c'est mon avis. C'est pas dans une campagne présidentielle. C'est pas dans une campagne. Alors, vous avez toujours des positions étonnantes. Par exemple, sur le 11 septembre. Vous pensez que vraiment le FBI est responsable? Non, je pense pas que le FBI est responsable, mais je pense, c'est trop simpliste, mais je pense qu'aux États-Unis... Vous êtes un complotiste? Non, pas du tout. Je suis pas un complotiste, mais je pense que aujourd'hui, on dit que si 2 personnes veulent aller au cinéma et s'entendent pour y aller, on dit que c'est un complot. Donc, bien sûr qu'il y a des arrière-pensées et des pensées derrière certaines choses. Et moi, ce que je vois, c'est l'après 11 septembre, qui a servi de prétexte à une police... C'est l'utilisation du 11 septembre. Une police internationale, et là, je reviens sur Obama. Le National Defense Authorization Act d'Obama permet à l'État américain, et je veux le dire ça, permet à l'État américain de mettre en prison des gens, américains ou pas, citoyens américains ou pas, dans le monde entier. Et sans jugement, sans même plainte devant la justice. Et on tue des chefs d'État, comme Kadhafi, sans les déférer devant un tribunal international, où ils auraient dit... c'est pas les Américains qui l'ont tué, c'est les Libyens. Il y a eu une complicité pour qu'ils soient éliminés. Je suis d'accord. Pour qu'ils parlent pas. Pour qu'ils disent pas quels étaient ces liens précédents avec la City, avec Wall Street et avec la France. On le préfère mort. Une dernière question. Pour vous, François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'est blanc bonnet, bonnet blanc? C'est pas blanc bonnet et bonnet blanc, pas à cause de Hollande ou Sarkozy, à cause de leur base politique. Mais moi,
Pour moi, ce qui compte, c'est pas une base politique, c'est les idées. Et je pense que ce de Gaulle disait, la France c'est une certaine idée, c'est ni un territoire ni un peuple, c'est un territoire et un peuple qui adhèrent à cette idée. Mais c'est d'abord une idée. Mais qui vous choisirez ? Au deuxième tour, vous avez peu de chances d'être au deuxième tour. Donc si vous n'êtes pas au deuxième tour... Je ne choisirai pas Sarkozy. Parce que je vous dis ça, parce qu'en 2007, vous aviez appelé, dès le premier tour, puisque vous n'aviez pas eu les 500 signatures, à voter pour Ségolène Royal. Vous êtes plutôt à gauche, alors ? Non, parce que je voyais le danger que représentait Nicolas Sarkozy. Moi, si on devait me définir, ce qu'on définit en France, c'est gaulliste de gauche. Vous êtes gaulliste de gauche, et vous préférez le mot gauche au mot gaulliste ? Non, je préfère le mot... indépendance, je préfère le mot justice et je préfère le mot accueil et hospitalité. Et ce qu'on est en train d'oublier dans cette société, c'est l'accueil et l'hospitalité. Vous voterez François Hollande au deuxième tour ? J'ai dit que je voterai pas pour Nicolas Sarkozy. Oh, c'est différent. Quel faux cul. Ça y est, il est prêt à faire de la politique, il est prêt à faire de la politique, il me répond comme un homme politique. Non, si Hollande ne fait pas ce qu'il faut, je voterai blanc. Jacques Cheminade, merci. On peut voter blanc.